Bonjour, je vais vous parler du chapitre du livre Enquête vers nos origines qui traite des conflits. J'ai voulu parler au sein de ce livre des grands conflits auxquels est confrontée l'humanité, de leur manière de propagation dans le temps et également d'une manière dont on pourrait les résoudre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les traditions nous parlent de trois grandes guerres, donc trois immenses conflits qui ont opposé les forces de l'ombre, c'est-à-dire des forces qui cherchent à diviser les êtres, et les forces de lumière qui cherchent à réunifier les êtres. La première de ces grandes guerres aurait eu lieu en dehors du système solaire, donc avant la naissance du système solaire. La deuxième, à l'apport de la soi-conscience de l'humanité, la soi-conscience, c'est-à-dire à partir du moment où l'humanité a commencé à acquérir le libre arbitre, et cet événement se serait produit, d'après ma compréhension des traditions, en moins 18 millions, il y a moins 18 millions d'années environ. La troisième grande guerre aurait eu lieu lors de l'avènement de ce qui a été appelé le déluge et qui date d'environ moins 850 000 ans avant Jésus-Christ. Alors il ne faut pas confondre ce déluge avec un petit déluge, c'est-à-dire une réminiscence qui a eu lieu en moins 10 000 avant Jésus-Christ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces conflits sont séparés dans le temps et dans l'espace, mais ils ont mis en jeu les mêmes forces, c'est-à-dire les mêmes intervenants. C'est comme si, en fait, si un conflit n'est pas résolu dans un endroit, eh bien, il va se reproduire dans un autre endroit lors d'un autre cycle, et ce, jusqu'à ce qu'il soit résolu. Alors, quels sont les grands types de conflits auxquels est confrontée l'histoire de l'humanité? D'après les traditions, ces conflits, il y a 4 grands types de conflits. Déjà, à chaque fois, ça met en jeu les forces de l'ombre contre les forces de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui cherchent à diviser les gens et d'autres qui cherchent à les réunifier. Car il faut comprendre que, d'après le modèle dont je traite dans ce livre, la vie, pendant un moment du cycle, se divise, puis ensuite se réunifie. Or, certaines forces ne veulent pas que les choses soient réunifiées. Donc elles vont tout faire pour empêcher les êtres de se réunifier. Les traditions nous parlent aussi d'abus sexuels infligés par des êtres qui sont plus en avance sur des êtres beaucoup plus fragiles. Par exemple, la Genèse nous parle de l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes qui étaient belles. Il faut savoir que ce genre de mythologie traite de ces abus sexuels. L'humanité n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il y a certains êtres qui sont plus en avance que d'autres. Plus en avance, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, mais pour faire un comparatif, c'est comme si certains avaient déjà beaucoup plus de bagages derrière eux. Ils ont beaucoup plus de temps. C'est comme si de nos jours, on comparait un étudiant qui est en faculté avec un élève qui est à l'école primaire. Tous les deux ont le même potentiel, mais disons que l'élève l'étudiant a beaucoup plus de capacités, connaît beaucoup plus le monde parce qu'il a eu beaucoup plus de temps pour se préparer à ce monde. Donc il y a des êtres plus en avance que d'autres et certains êtres ont abusé sexuellement d'autres êtres qui étaient plus fragiles. Et il n'y a pas, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de conflit continue à exister de nos jours. Également, parmi ces grands types de conflits, on peut parler de l'abandon des êtres qui n'ont pas progressé comme les autres par ceux qui sont en avance. Donc, au cours de notre histoire très lointaine, il y a eu des êtres qui étaient vraiment en avance, qui avaient une très bonne compréhension et donc ils avaient une vie idyllique. Par contre, certains êtres ont été mis à l'écart, ceux qui n'avaient pas encore les capacités de comprendre comment le monde fonctionnait et de s'adapter à ce monde, et ces êtres-là ont été laissés un peu pour compte, ils ont été laissés à l'abandon.
Et le fait de laisser ces êtres-là à l'abandon, eh bien, ça a fait que ça a créé un conflit entre ces êtres qui ont été laissés à l'abandon et ceux qui les ont abandonnés, qui n'ont pas cherché à les aider et à les faire progresser. Et de nos jours, on peut voir également que ce genre de situation existe encore, car il y a dans beaucoup d'endroits des êtres qui ont énormément de choses et d'autres qui sont laissés pour compte, qui sont laissés libres à eux-mêmes et qui sont abandonnés par le système. Il faut savoir aussi qu'il y a certains êtres qui ont utilisé leurs connaissances avancées, non pas pour faire évoluer le collectif, mais pour des fins égoïstes. C'est-à-dire que la manipulation mentale existe et de nos jours, on peut également dire que celle-ci continue de se propager. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tant que ces conflits ne seront pas résolus, ils seront donnés en héritage à nos successeurs. Donc c'est comme si des cycles se suivaient, les civilisations se suivent, les intervenants, les forces dans leur potentiel, dans leur état en puissance sont les mêmes, mais tant qu'elles n'auront pas résolu ces conflits, eh bien il y aura d'autres cycles qui vont intervenir pour donner une seconde chance, si on veut, pour pouvoir les résoudre. Alors on pourrait se demander pourquoi se diviser, c'est-à-dire pourquoi se fragmenter. Originellement, il y a une unicité. Et donc la division, la fragmentation, peut être également considérée comme une sorte de thérapie. C'est-à-dire qu'une unicité est incapable de trouver un élément défaillant en elle, car dans une unicité, tout est lié et on ne peut pas déjouer, voir qu'est-ce qui est défaillant à l'intérieur, car tout est relié entre eux et tout forme une seule unité. Donc pour pouvoir être capable de trouver les éléments défaillants dans quelque chose d'unique, eh bien cette unité va se fragmenter et grâce à cette fragmentation, elle va pouvoir s'étaler en quelque sorte et ce qui va faire que ça va permettre de montrer parmi les éléments, parmi les parties qui vont être fragmentées, eh bien certaines vont pouvoir être mises en lumière et montrées comme étant les éléments défaillants. Donc en fait, cette fragmentation est une manière pour une unité de comprendre quels sont les éléments défaillants, c'est-à-dire des éléments qui pourraient être changés, qui pourraient être améliorés. Alors tout cela a lieu lors de cycles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un conflit non résolu sera donné en héritage aux successeurs. Par contre, une fois qu'un élément résout un conflit, toute la lignée en profite. Donc si tout en bas de la hiérarchie, on voit un problème se résoudre, eh bien cela va résoudre également le cycle duquel provient cet élément. Donc en fait on remonte au niveau de l'arborescence et on résout, en résolvant un problème à un niveau, eh bien ça permet de résoudre des problèmes à des niveaux supérieurs. Et ce pour toute la lignée. Donc c'est ça un peu l'objectif de cette division, c'est de se fragmenter, trouver les éléments défaillants, résoudre ces éléments défaillants pour qu'en remontant vers l'unité, eh bien, il n'y ait plus d'éléments défaillants, mais il n'y ait que les éléments que l'on souhaite y laisser. Alors comment résoudre les conflits? Ce qu'il faut savoir, donc, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que le fractionnement de l'unité en personnalité permet de mettre en lumière les problématiques. Il faut savoir aussi que 95% de nos actions se font en mode automatique. C'est-à-dire qu'en fait nous sommes plus ou moins programmés et qu'il y a en nous, parmi la soi-conscience, parmi notre libre arbitre, en fait c'est 5% de ce que nous
pouvons faire. Et donc avec ces 5%, il va falloir que nous reprogrammions les autres 95%. Donc en majorité, nous sommes des programmes et nous nous programmons nous-mêmes. Et il y a donc deux solutions. Soit nous choisissons de nous programmer nous-mêmes, donc de nous conditionner d'une certaine mesure, soit nous laissons l'environnement, et donc les autres, nous conditionner. Alors comment changer nos programmes, comment changer nos conditionnements? Eh bien, en modifiant notre environnement, en modifiant la pensée que nous avons de nous-mêmes, car il faut savoir que ce qui s'exprime, l'être qui s'exprime, provient d'un état en puissance, donc un état en pensée qui s'est, grâce au mouvement, qui est apparu en acte, qui s'est donc matérialisé, qui est devenu quelque chose de concret. Et donc, en modifiant la pensée, qui est l'acte, qui est plutôt la cause génératrice de l'existence, eh bien, l'être va être capable de se modifier et de modifier ses programmes. Et également, en modifiant nos émotions. Alors l'une des premières choses, c'est déjà de prendre conscience de la problématique. Car tant que nous n'avons pas pris conscience du problème à résoudre, nous ne pourrons jamais le résoudre. Et c'est pour ça que c'est intéressant parfois d'étaler ces problèmes pour pouvoir les décomposer et prendre élément par élément pour voir quel est le problème qui est défaillant en nous. Une autre solution, un autre point important, c'est de se sentir bien. Même si nous sommes confrontés à cette problématique, il faut choisir de se sentir bien. Donc il faut toujours ramener nos problèmes, les neutraliser en quelque sorte. C'est pour ça que certaines personnes ont appelé ça le retour au point zéro. C'est-à-dire que même si on se sent mal, donc il y a quelque chose de mal en nous, il faut choisir consciemment de se sentir bien. Ce qui fait que le mal-être perçu par la problématique est annulé par le choix conscient que l'on va émettre pour nous sentir bien. Donc il ne faut pas refouler la problématique, mais la remplacer par une autre sensation, celle de se sentir bien. Et à partir du moment où on a choisi de se sentir bien, il faut également, après, le plus rapidement possible, choisir de se focaliser sur un événement agréable pour nous sentir encore mieux. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous devenons ce sur quoi nous focalisons le plus notre attention. Donc il faut toujours faire attention à ce sur quoi nous focalisons nos pensées. Alors pour résumer, il y a un fractionnement de l'unité. Donc le fractionnement permet de mettre en lumière les problématiques, car on a vu que tant que tout est uni, on ne peut pas déceler ce qui est défaillant dans cette unicité. Donc en se fragmentant, ça permet de mettre en lumière les problématiques et potentiellement après d'avoir la capacité de les résoudre. On a vu que le conflit se transmet à toute la descendance jusqu'à sa résolution. Et une fois que le conflit aura été résolu par une fraction, une partie, eh bien, cela résoudra le problème également dans toute la lignée, dans toute la parenté. Alors ce qu'il faut comprendre également, c'est que les cycles, on a l'impression qu'ils sont linéaires, mais en fait ils s'interpénètrent. C'est-à-dire qu'un cycle supérieur va continuer d'exister pendant que les cycles inférieurs existent eux aussi. C'est pour ça que pour vraiment bien concevoir ce genre de choses, il faut cesser de penser en tant que temps linéaire avec passé, présent, futur, mais plutôt un temps cyclique, un temps où un éternel présent, si on veut dire, où tous les cycles s'interpénètrent les uns dans les autres. Et c'est en pensant de cette manière que l'on peut comprendre que si on résout un des cycles inférieurs, eh bien cela pourra avoir un impact sur les cycles au-dessus, car ces cycles-là continuent d'exister en même temps que les cycles plus bas
existe. Alors pour résoudre les conflits, la première chose à faire, on a vu, c'est d'en prendre conscience, de les accepter sans les refouler, surtout ne pas les refouler, car refouler un conflit, c'est se créer doublement des problèmes. Et donc en cherchant à se sentir bien pour que cette sensation soit dominante et annule la problématique, la remette au point zéro, la neutralise en quelque sorte. Alors pour terminer, ce que l'on peut dire, c'est que la vie n'a été, n'est et ne sera jamais qu'un potentiel qui s'exprime. Alors à nous de choisir de n'exprimer que nos meilleurs potentiels. Merci de votre attention.